Herzstöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Parfois les pères nous disent bon mais alors comment moi je vais pouvoir aider ma compagne ces premiers jours. Et là notre proposition est vraiment de réinvestir cette idée qu'ils ne seront pas là pour aider la mère, mais qu'ils sont en tant que père la moitié des parents et que donc ce n'est pas une aide qu'ils vont apporter. Ils vont apporter leur rôle et ce ne sera pas une aide, ce ne sera pas un assistanat de la mère. Ils seront le père. Cet homme est sage-femme et s'appelle Souheil Almala. Avec son collègue Arnaud Mottet, ils animent une fois par mois une rencontre pour les futurs pères à la maternité des hôpitaux universitaires de Genève. Dans ces groupes, il est question de comment trouver sa place à l'accouchement, à quel moment poser son congé paternité, comment s'adapter au manque de sommeil et même pourquoi changer des couches peut nous révéler en tant que parents. Mais il y est aussi question de doutes, de modèles parentaux et de couple. Bref, de comment chacun se projette ou pas en tant que père. Je m'appelle Jeanne Ray et aujourd'hui je rencontre Arnaud et Souheil à la maternité des HUG. Dans cet épisode, ils expliquent comment des hommes peuvent se livrer au milieu d'un groupe de parfaits inconnus et nous livrent les conseils qu'ils échangent avec les futurs pères. Un peu comme un kit de survie pour jeunes parents, à partager sans modération. Bonjour Arnaud, bonjour Souheil. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, Arnaud ? Bonjour, moi je m'appelle Arnaud Mottet, je suis sage-femme, homme sage-femme, depuis 17 ans maintenant, et j'exerce à la maternité des HUG depuis 7-8 ans. J'accompagne les couples dans différents services. Jusqu'à présent, j'avais une vision assez transversale de cet accompagnement, en ayant travaillé là, ces 2 dernières années à l'accompagnement global, qui est un service où on accompagne les couples depuis les consultations prénatales jusqu'à la salle d'accouchement et enfin au postpartum. Et Souheil, bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Souheil Almala, je suis sage-femme diplômée depuis 4 ans et donc je travaille également aux hôpitaux universitaires de Genève. Actuellement, je suis dans le service du postpartum. Et donc vous animez une fois par mois des rencontres destinées aux futurs pères au sein de la maternité des HUG. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi une rencontre spécifiquement destinée aux pères ? Alors, on avait à cœur de proposer aux futurs pères un endroit, un moment dédié à eux. C'est vrai que la grossesse est très suivie médicalement lors des consultations et on s'attarde beaucoup plus sur le ressenti des femmes et le partenaire, le père, est souvent peut se sentir en tout cas mis un petit peu de côté. Et donc on avait à cœur de proposer cet échange entre futurs pères avec leurs propres problématiques lors d'une réunion que l'on propose chaque mois pendant 2 heures de temps où ils ont leur endroit, leur moment au sein de la maternité pour parler de ce qui les préoccupe, de ce qu'ils vivent en ce moment, d'échanger sur leurs problématiques propres à eux. Mais parce qu'ils ont des besoins spécifiques lors de cette période ? Leurs besoins sont spécifiques en ce sens qu'ils ne vivent pas la grossesse dans leur chair et parfois ils se retrouvent finalement en marge et en décalage par rapport à la construction de ce rôle parental vis-à-vis de la femme qui, elle, le vit semaine après semaine dans son corps. Pourquoi une animation assurée par 2 sages-femmes hommes ? Les études nous montrent que, en tout cas face à la paternité, les hommes peuvent se retrouver en difficulté pour se livrer totalement ou dans leurs vraies questions autour d'une femme ou si une femme les accueille. Donc nous essayons, on a la chance ici aux hôpitaux universitaires de Genève d'être plusieurs sages-femmes hommes et nous essayons de répondre à cela comme un besoin finalement de ces pères. Alors quand ils viennent à ces rencontres, on se présente à eux en tant que sage-femme, en tant que professionnels pour répondre à leurs questions, mais aussi en tant qu'homme et puis en tant que père également. Mais ça crée quoi ça quand vous le dites comme ça ? Je pense qu'ils peuvent
plus facilement se projeter avec des personnes en face ils savent qu'on a vécu la même chose qu'eux, qu'on est aussi passé par là. Ils voient qu'on a eu les mêmes problématiques. Ils se rendent compte en discutant entre eux que chacun également a les mêmes questionnements, ils passent par le même état d'esprit, ils se projettent de la même manière. Mais alors justement, est-ce qu'ils arrivent à se livrer, ces pairs ? Comment il fonctionne ce groupe finalement ? Dès l'accueil, nous savons que nous n'avons pas un programme spécifique à leur proposer. On est là surtout pour qu'ils échangent entre eux. Alors, pour faire débuter ces échanges au mieux, sachant qu'a priori, pour la plupart, ils sont inconnus les uns des autres, on s'appuie sur le photolangage qui est une méthode qui permet de parler d'une image. On présente une cinquantaine d'images et ils choisissent une image ou deux à la question de où ils en sont, quel est leur état d'esprit, quelles sont leurs émotions, là où ils se trouvent actuellement dans cette construction de la paternité. Et ainsi, chacun à leur tour, ils nous parlent de l'image et c'est bien plus facile pour eux de parler de l'image en sachant qu'évidemment, ils nous livrent finalement qui ils sont parfois, et en tout cas pourquoi ils sont venus et ce qu'ils ressentent. Évidemment, cette activité, c'est un point de départ. En général, une fois que c'est amorcé, très vite, on voit finalement des échanges spontanés, et nous considérons comme des animateurs finalement de ce groupe d'échanges, et c'est ce qu'on souhaite en fait. Et alors, justement, qu'est-ce qui vient le plus souvent dans les échanges ? Parce que j'imagine quand même qu'il y a des thèmes assez récurrents. C'est quoi, là, avec quel questionnement ils arrivent, ces pairs, dans ces groupes ? Arnaud ? Alors, ils sont multiples. Il n'y a pas un seul pair avec une question. Il y en a toute une diversité. Surtout qu'ils arrivent avec un bagage différent, chacun une culture différente. Des histoires très différentes, donc des questionnements à la fois différentes, mais on arrive quand même très souvent à avoir des problématiques communes entre eux qui résonnent de l'un à l'autre. Quelles questions, par exemple ? D'une soirée à l'autre, ça peut être très différent. Il y en a qui poseront plutôt des questions assez concrètes sur le jour J. Quel est mon rôle à moi le jour J lorsque je vais accompagner ma compagne à la maternité ? Comment je vais pouvoir à la fois gérer mon stress et puis l'accompagner au mieux ? À quoi je vais servir ce jour-là ? Le jour J de l'accouchement, tu veux dire ? En effet. Ça peut être aussi un bébé, simplement, comment ça marche ? Qu'est-ce que ça va me demander en tant que futur père comme compétence à acquérir les premiers jours ? Comment faire au mieux pour être un bon père auprès de ce bébé ? Et puis, il y a aussi pas mal de questions sur la vie d'après. Une fois que le bébé est là, une fois que les choses sont lancées, à quoi elle va ressembler cette vie ? La plupart des pères qui viennent à ces rencontres, c'est un premier enfant qu'ils attendent et souvent aussi pour leur compagne. Et du coup, ils ont bien conscience de ce nouveau rôle qui va s'ajouter aux autres rôles de leur vie, les rôles professionnels, le rôle de faire déjà partie d'une famille, d'être déjà le fils d'eux, d'être déjà le frère d'eux. Et ça, ils s'en rendent compte, et ça, ce qui semble être une source de stress, c'est quelle va être la place de tous ces rôles, en sachant que c'est pas pour autant que les exigences sur les autres rôles vont diminuer. Je parle là principalement du rôle professionnel. Alors effectivement, il y a le congé paternité depuis quelques années qui propose 2 semaines aux pères. Ce n'est pas grand-chose et ils sont déjà très inquiets, ou en tout cas ils s'interrogent sur la meilleure façon de prendre ce congé paternité de manière très pratico-pratique. Et puis aussi, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir investir durant ces 2 semaines tout en sachant qu'ensuite, a priori, ils devront retourner au boulot. Mais certains déjà annoncent des choix alternatifs comme diminuer le temps de travail ou un congé sans solde. Là, on retrouve aussi tout un panache de modèles familial que l'on voit s'exprimer à ces rencontres. Ainsi, ils entendent parfois des modèles, des propositions qu'ils n'auraient pas forcément eues dans leur entourage.
pour tout ce qui concerne la période du postpartum et après le retour à la maison, les débuts de la vie de parents, quelles seraient les recommandations que vous pourriez être amenés à faire, éventuellement des parents qui nous écoutent, des futurs parents qui nous écoutent? Parfois, les pères nous disent bon, mais alors comment moi je vais pouvoir aider ma compagne ces premiers jours? Et là, notre proposition est vraiment de réinvestir cette idée qu'ils ne seront pas là pour aider la mère, mais qu'ils sont, en tant que père, la moitié des parents et que donc ce n'est pas une aide qu'ils vont apporter. Ils vont apporter leur rôle, leur charge, leur puissance, leur temps. Et ce ne sera pas une aide, ce ne sera pas un assistanat de la mère. Ils seront le père et on leur explique, parce que parfois ils nous le disent oui, mais ma compagne veut allaiter, donc forcément moi je vais servir à rien. Et là, on les invite simplement à réaliser que l'enfant, il aura d'autres besoins que celui de la nutrition déjà. Il aura besoin d'amour, il aura besoin de confort, il aura besoin d'affection. Tout ça, il n'y a pas de raison que le père ne puisse pas l'apporter aussi bien que la mère. Et puis si on se concentre sur l'idée de l'allaitement, eh bien, les pères ont toute une place pour soutenir la compagne qui allaite. Et quand je parle de soutien, c'est un soutien moral. Ce projet-là d'allaitement, il faut qu'il soit partagé par le père, je dirais. Et puis, les allaitements sont suffisamment complexes pour nécessiter finalement une équipe à deux et plus un enfant pour que ça se passe au mieux. Et gérer l'environnement, gérer le temps d'allaitement, gérer l'environnement, gérer le confort de l'allaitement, gérer la pression que ça demande parfois pour certaines femmes. C'est une gestion que l'on leur propose d'investir à trois avec l'enfant. On leur propose également d'investir ce champ d'action qui est le soin, qui est souvent peu investi par les hommes. Et par le soin, au postpartum, on leur apprend à s'occuper d'un nouveau-né, ça va du change. Le change, tu parles de changer une couche, hein? Oui, je parle de changer une couche. Ça va comment porter un bébé. Et ces pères qui, pour un petit nombre, ne ressentent pas forcément leur paternité pendant la grossesse et puis parfois aussi ont du mal à le ressentir dès la naissance. Le fait d'être dans le soin, dans l'échange relationnel avec cet enfant, d'entrer en relation, leur permet d'avoir ce sentiment de paternité qui peut se développer de manière plus harmonieuse peut-être. Est-ce que vous avez en tête une question un petit peu emblématique et la réponse que vous y avez faite qui saurait un peu résumer le message que vous essayez de faire passer lors de ces rencontres? Souhail. On se rappelle d'une fois où un père nous a demandé, vis-à-vis de l'enfant, il nous disait « Mais si l'enfant pleure, combien de temps, moi, en tant que papa, j'essaye de le calmer avant de le rendre à sa mère ?» On y voit là un aveu de ce père qui se sent a priori moins capable que sa compagne pour calmer les pleurs de l'enfant. On essaye d'ouvrir justement un regard sur le fait qu'il n'est pas moins compétent pour gérer ni les pleurs ni toute autre problématique de cet enfant. Il est le père, il est la moitié des parents. Et donc cette anecdote et cette sensation finalement de fragilité, en fait, ça relève d'une fragilité qu'il serait moins capable, qu'il ne serait pas doté. Ça évoque cette idée même de l'instinct maternel, qui est une notion très discutable. Qu'est-ce qu'il en est de l'instinct paternel ? On essaye d'aller à l'encontre de cette idée qu'ils seraient moins compétents de par le fait qu'ils sont des hommes. Qu'est-ce qui est important pour vous à transmettre à ces futurs pères vis-à-vis de leurs angoisses presque ou de leurs inquiétudes dans la projection de la vie d'après avec ce bébé? Eh ben déjà, je pense que c'est de prendre le temps de l'accueillir, cet enfant. Ils sont beaucoup projetés sur l'arrivée de l'enfant. Ils ont préparé tout un tas de choses, mais il faut le vivre pleinement. Donc, prendre le temps de l'accueillir. Déjà à trois en tant que couple, on accueille ce petit être dans ce couple qui va devenir une triade. Prendre le temps d'établir cette famille,
peut-être éloigner un petit peu, en tout cas transitoirement, les sollicitations extérieures, faire un cocon qui serait un petit peu le garant d'une arrivée sereine pour cet enfant, et puis aussi pour se projeter dans cette nouvelle casquette qui est celle de parent. Alors ce temps, ça peut être quelques jours, quelques heures, voire quelques semaines. C'est propre à chacun, et puis propre à chaque culture également. De la même manière, on reste attentif sur le fait que le soutien social reste une composante importante pour accompagner les parents dans ces nouvelles responsabilités et cette nouvelle charge mentale. Et on les invite également à moduler ce temps de visite, dans un sens pour créer leur cocon, mais aussi pour laisser finalement l'entourage soutenir. On les invite typiquement à être soutenus au-delà des fleurs et des doudous habituels, qui sont bien sûr les bienvenus, d'avoir peut-être des missions très claires à demander à son entourage, comme faire les courses, comme faire à manger, de quoi mettre au congélateur, histoire d'être pas préoccupé par les repas pendant une semaine. On les encourage à trouver justement le juste milieu vis-à-vis de leur entourage et de leurs interventions dans ce cocon. Est-ce qu'il y a un élément primordial sur lequel vous revenez à chaque séance? Un message important pour vous à délivrer? Arnaud. Alors oui, on parle systématiquement de la dépression du postpartum. C'est un sujet qui d'ailleurs est souvent abordé par le groupe lui-même, où ils se posent la question, ils ont entendu parler des changements d'humeur dans les jours qui suivent la naissance, ou d'une possible dépression chez leur compagne après l'arrivée d'un enfant, c'est arrivé chez un ami, ou ils abordent ce sujet par ce prisme-là de la dépression maternelle. Alors, on fait la distinction entre le baby blues, dont ils ont souvent tous entendu parler, et la dépression du postpartum. Donc, pour faire court, le baby blues, c'est une période très transitoire, au 2e ou 3e jour après l'accouchement, avec des fortes émotions, mais qui passent. La dépression du postpartum arrive plus tard, avec quels signes tu peux nous rappeler? On en profite pour les rappeler, chez la femme. Une perte d'énergie, perte d'élan vital, diminution du plaisir, que ce soit avec son enfant, dans son couple, idées noires. Et ça, c'est le versant maternel. Et souvent, ces hommes sont relativement avertis de la prévalence de cette pathologie chez la femme. Par contre, ils ignorent pour un grand nombre qu'ils sont aussi sujets à la dépression du postpartum dans des pourcentages quasi équivalents au versant féminin. C'est-à-dire ? On pense que les études montrent entre 10 et 15% des hommes pourront avoir une dépression du postpartum. Et chez l'homme, la dépression du postpartum peut produire des symptômes bien différents. Ils seront peut-être moins expressifs dans la tristesse, dans les pleurs, dans cette énergie en diminution. A contrario, il pourrait y avoir une énergie plus forte, mais ils seront éventuellement plus agités, peut-être plus agressifs. Ils vont avoir un comportement de fuite en avant. Et dans cette fuite, il y a la maison, il y a le foyer, donc on peut imaginer que tout d'un coup, il y a un grand nombre d'heures supplémentaires qui sont le symptôme de vouloir rester au travail. Donc une fuite en avant dans le travail, éventuellement dans des activités sportives à outrance, des conduites addictives aussi au niveau des consommations, d'alcool, de drogue ou d'autres choses. Et toute cette agitation peut être effectivement aussi le symptôme d'une dépression postpartum paternelle dans la première année de vie de l'enfant. Et donc, si on observe ces signes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le couple va être le premier témoin de ces changements de comportement pour l'un et pour l'autre. Donc, on les encourage vraiment à avoir un œil l'un sur l'autre au sein du couple. Et puis, en parler, le risque avec la dépression du postpartum, c'est le tabou de la société qui attend des parents jeunesse et puissance et grand bonheur. On les encourage si ça fait plus
plus d'une semaine, 10 jours que l'un ou l'autre se sent moins bien ou est alerté par l'autre d'une grande différence d'humeur, d'en parler avec un professionnel. Ça peut être une sage-femme, ça peut être un médecin de famille, ça peut être n'importe quel professionnel qui saura reconnaître la temporalité de cette dépression du postpartum et saura guider pour mettre en place un soutien et une thérapie éventuelle pour soigner cette dépression du postpartum qui reste une maladie et qui n'a rien à voir avec l'engagement de ses parents dans leur rôle parental, qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient des bons parents et de ce qu'ils veulent y investir. La dépression du postpartum, si elle est détectée tôt et diagnostiquée tôt, elle a de bonnes chances de guérir vite avec un regard professionnel. Quels sont les retours que vous font les pères après ces groupes? Alors, je ne sais pas s'ils ont l'occasion de vous faire des retours de façon formelle, mais peut-être il y a des paroles échangées à la fin des groupes. Finalement, d'après vous, en quoi ces groupes de rencontres aident les futurs pères? En général, en fin de séance, on leur demande avec quoi ils repartent à domicile, quels sont les sujets avec lesquels ils vont discuter conjointement avec leur femme suite à ces rencontres. Alors déjà, ils nous remercient d'avoir permis ces rencontres entre hommes. Et puis bien souvent, l'histoire de l'un a résonné chez l'autre. Et ils se rendent compte qu'ils ont des problématiques grandement communes, qu'ils sont pas du tout seuls avec leurs questions. Et puis parfois, ces rencontres leur ont permis d'avoir une autre vision de la sage-femme et de son rôle pour qui ils sont eux en tant que pères. C'est ce que nous essayons de leur transmettre, que nous sommes des sages-femmes également présentes pour eux en tant que pères. Et qui seront également aidés dans le postpartum directement après la naissance par les sages-femmes qui interviendront à domicile. Ça les rassure souvent de savoir qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes à la sortie de la maternité et qu'il y a cette aide directement après la naissance, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Dernière question, vous êtes pères tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez que votre expérience apporte dans ces groupes? Ou qu'apportez-vous de cette expérience-là, assez personnelle finalement, voire intime, dans ces groupes? Moi, quand j'ai accueilli mon premier enfant, j'étais déjà sage-femme. Et souvent, quand on parle de l'accouchement et qu'il se pose tout un tas de questions sur qu'est-ce que je vais faire, à quoi je vais servir, je les rassure parce que j'étais dans le même questionnement en tant que futur père pendant la grossesse de ma femme et puis j'avais quelques connaissances quand même sur l'accouchement et j'avais envie d'accompagner au mieux ma compagne et en fait ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais, comme je l'envisageais en tout cas, par le fait que en fait j'ai pas du tout pu la toucher dès que elle avait des contractions, je ne pouvais absolument pas la toucher, sinon ça faisait éclater toute cette douleur qu'elle recevait et on a dû entrer en relation différemment, mais j'ai dû m'adapter. Et donc le fait de savoir que même en faisant pas grand-chose, en tout cas physiquement parlant, en étant juste présent dans la salle d'accouchement avec elle, ça a suffi pour apaiser sa douleur et puis pour l'accompagner jusqu'à la naissance. Et je pense que ça leur enlève un petit poids de savoir, même les sages-femmes, ils accompagnent au mieux de ce qu'ils peuvent leur compagne. La plupart du temps, ils sont à quelques semaines de la naissance de leur enfant. Et je ne sais pas si moi, je leur amène quelque chose de mon expérience, mais eux, ils me ramènent à mon souvenir et à cette énergie fondamentale. Souvent, j'insiste auprès d'eux pour leur dire que on a beaucoup parlé, certes, pendant ces rencontres, du manque de temps, du manque de sommeil, du changement de vie, de l'adaptation qui leur sera demandée. Et puis, on essaie de leur amener cette idée qui reste vague à ce moment-là, mais que l'enfant va amener son lot d'énergie, il va amener son lot de réponses, il va amener son lot de sens, et ce ne sera pas simplement un petit être qui va pomper leurs ressources,
c'est un être qui va aussi leur en amener des ressources. Et je pense à ça quand je me rappelle ou quand je suis renvoyé à ma propre expérience. Merci. Merci beaucoup. Merci. Herzstöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.